Ok, bonjour à tous. On va commencer le cours 2, qui est en fait la troisième séance de CM. Et aujourd'hui, on va parler d'algo probabiliste. Je vous avais dit, c'est un des trucs les plus jolis qu'on va faire dans le cours. Vous allez voir, c'est très simple et les idées sont assez fortes et étonnantes. Avant qu'on commence la séance, je voudrais juste vous faire un petit point sur vos TP, l'évaluation des TP. Je vous ai envoyé un mail par rapport à ça. Du coup, vous avez vu, il y a deux volets dans l'évaluation de TP. Vous avez le mini-projet qui consistera à rendre le TP1 fini juste avant les vacances de Noël. Et en plus de ça, on vous met une appréciation sur une séance. Du coup, on a choisi la séance où vous êtes en présence. Donc ça veut dire, là, vous aurez une note de séance sur comment vous travaillez pendant la séance, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez fait, est-ce que vous avez fait beaucoup, pas beaucoup, et puis si vous avez une attitude pour résoudre, une bonne attitude pour résoudre les problèmes, etc. Donc il y a à la fois ce que vous faites et puis comment vous le faites, comment vous travaillez. Du coup, la séance, c'est celle où vous êtes en présence. Alors par exemple, il y en a, ça sera le TP1. Okay. Les jeunes sont en présence au TP1, donc ils seront évalués en note de séance sur le TP1. Ce sera aussi leur projet plus tard qu'ils auront à rendre en décembre, comme tout le monde. Et puis les bleus, ça sera évalué sur le TP2. Donc c'est pas la même chose, d'accord? L'évaluation même si ça se fait sur le même sujet, par exemple pour les jeunes, c'est pas la même chose. L'évaluation de la séance et l'évaluation du projet. Pour le projet, je vous donnerai des. Donc ce que vous faites dans les séances, c'est qu'à la fin de la séance, vous mettez sur Thomus ce que vous avez fait pendant la séance. D'accord? Il y a une colonne pour ça, et vous rendez là-dedans. Et pour le projet, pareil, vous le rendrez sur Thomus, mais en dessin. Ok. Vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à l'évaluation de TP? Oui. Le projet, il se fait en binôme ou tout seul? Alors, ça se fait tout seul. Tout se fait tout seul. Voilà. Donc le projet, je le redirai, mais c'est un mini-projet. Le mot mini, il est important. N'y passez pas trop de temps non plus. Vous avez vu, ça compte pour une petite partie de votre évaluation. 25% environ pour l'évaluation des TP. Il y a une partie pour la note de séance, peut-être, je ne sais pas, moi, 10%, et une partie pour le projet, peut-être 15%, un truc comme ça. D'accord? Donc, n'y passez pas trop de temps. Ce qu'il faut, c'est juste jusqu'au bout le sujet, finir d'implémenter comme il faut, tester sur les graphes, etc. Et moi, je testerai que votre programme, il marche bien sur les graphes qu'on vous a donné. La session n'est pas enregistrée, c'est exact. Je commence de suite. Voilà, l'enregistrement est parti et on va commencer le contenu proprement dit du cours. Alors, du coup, je vous disais, on va faire des algos probabilistes. Vous allez voir, la philosophie de l'algo probabiliste est assez différente des algos déterministes classiques que vous connaissez. Alors, quelques mots d'abord sur comment ça marche. Qu'est-ce que c'est un algo probabiliste? C'est un algo qui, au cours du déroulement de l'algorithme, fait des choix de manière aléatoire. Donc, il va choisir aléatoirement parmi différents choix possibles. Je vous fais remarquer d'abord que les algos déterministes font aussi des choix. Vous pouvez vous dire, non, il n'y a pas de choix dans un algo déterministe, il n'y a qu'un truc à faire, c'est déterministe. Oui, mais en fait, le déterministe, on l'obtient en faisant un choix arbitraire parmi plusieurs choix. Exemple, ce qu'on a fait là sur l'algo de Edmonds-Karp, par exemple, où il faut choisir un plus court chemin entre S et T. Il y en a plein des plus courts chemins entre S et T. Donc en fait, l'algo, il en choisit un. D'accord? Donc en réalité, il y a aussi des choix dans les algos déterministes, c'est juste qu'ils sont faits pour avoir le côté déterministe, on fait toujours le même choix avec une façon qu'on a de faire dans l'algo. Par exemple, si vous l'implémentez, vous allez voir de suite le choix que vous avez envie de faire. Vous allez faire un parcours, soit en profondeur, soit en largeur, ce que vous voulez, mettons en largeur. Vous faites un parcours en largeur depuis la source, comme je vous fais à chaque fois, moi, quand on déroule les exemples. Vous tombez sur le premier chemin que vous découvrez. Bon, il dépend de quoi ce chemin? Il dépend de comment vous avez fait le parcours en largeur. Il dépend de dans quel ordre vous avez considéré les voisins de chaque sommet. Et en général, il n'y a pas trop de questions à se poser. Si vous avez le graphe en vrai représenté par ces listes d'adjacence, quand vous allez faire le parcours en largeur, vous allez juste découvrir les sommets dans l'ordre des listes d'adjacence. Vous n'allez pas vous amuser à prendre les listes d'adjacence à l'envers, bien que ça soit possible, ou à les prendre dans un ordre chamboulé.
Donc en fait, vous le faites naturellement le choix, mais il y a toujours un choix qui est fait et qui est fait de manière déterministe. Dans les algos probabilistes, on ne va pas le faire comme ça, le choix, on va le faire de manière aléatoire entre différents choix qui se posent à nous. Attention, aléatoire, c'est différent de quelconque. En fait, quelconque, ce n'est pas très intuitif, mais le choix quelconque, c'est le choix qui est fait dans l'algo déterministe. Vous pouvez choisir n'importe quel, par exemple, plus court chemin, là, dans ce cas-là. Aléatoire, c'est pas vous en prenez n'importe lequel que vous voulez. Vous devez choisir d'une façon qui est équitable parmi tous les choix possibles. Et ça, c'est l'ingrédient principal qui fait que ça marche, qui fait qu'à la fin, on peut compter la proba et qu'on montre qu'elle est assez importante d'obtenir la solution qu'on voulait. Donc, il faut faire un choix qui est aléatoire, mais qui en fait a des contraintes. C'est pas juste on prend ce qu'on veut, c'est on le prend aléatoirement, uniformément, en général. C'est le choix qui est fait. On fait des choix aléatoires uniformément. Ça veut dire avec équiprobabilité sur tous les choix possibles à un moment donné. Ce n'est pas toujours avec équiprobabilité parfaite. Des fois, pour que ça marche, il faut un peu déformer les probabilités, mais il faut toujours respecter une certaine distribution de probabilité qui fait que ça marche. Souvent, c'est l'uniforme, mais pas toujours. Par exemple, des fois, il faut choisir des sommets aléatoirement, mais pas uniformément parmi tous les sommets, proportionnellement à leur degré. Ça veut dire plus de chances de sélectionner un sommet de degré plus fort, plus de chances proportionnellement à son degré. Si le sommet a degré 8, il aura 2 fois plus de chances d'être sélectionné que le sommet qui a degré 4. Donc en général, c'est aléatoirement, uniformément, comme ce qu'on va faire aujourd'hui, mais ce n'est pas toujours le cas. Je voulais que vous le sachiez. Donc quand on fait des choix comme ça, où on choisit au hasard parmi différentes solutions, on se dit on ne peut pas gagner à tous les coups puisqu'on choisit au hasard. Donc il y a quelque chose qu'on perd dans les algos probabilistes. Ce qu'on perd, c'est qu'on n'a pas toujours l'optimum. Je vous avais dit, ça c'est une tactique qui est mise en place souvent pour répondre au problème de la difficulté de calcul, que ce n'est pas possible de résoudre le problème de façon efficace et de façon exacte. Donc là, ce qu'on relâche, c'est qu'on ne le résout pas de façon exacte, dans le sens où on n'a pas toujours l'optimum. On a l'optimum un certain pourcentage du temps. Et nous, ce qu'on veut, ce pourquoi on va se battre aujourd'hui, c'est pour l'avoir assez souvent. Okay. Donc il y a un truc à faire, c'est que dans l'algo probabiliste, la sortie, ce n'est pas toujours l'optimum. Mais c'est souvent l'optimum et on va le montrer. Qu'est-ce qu'on y gagne par rapport à ça? On y gagne que la complexité de l'algorithme, elle devient plus petite. Donc le but de faire ça, c'est quand même de faire baisser la complexité des algos. On veut faire des algos plus efficaces en faisant des choix probabilistes que ce qu'on aurait fait si on veut résoudre exactement le problème gagné à tous les coups. Souvent, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait ça pour essayer de faire tomber la complexité d'un problème difficile, comme je le disais, pour lequel on n'a qu'un algo exponentiel, à un algo polynomial. Donc on arrive des fois à faire passer la complexité par ce genre de tactique de exponentielle à polynomial. Aujourd'hui, on ne va pas faire ça. On va faire ça sur un exemple simple où on gagne en complexité, mais c'est de polynomial à polynomial. On avait une complexité n cube m carré, on va en faire une complexité n4 log carré. Alors ça, on peut se demander, est-ce que le gain de faire ça, il est énorme? Est-ce que le gain de passer de n cube m carré à n4 log carré, est-ce que c'est un gros gain? Mais je vous fais remarquer que c'est pas mal. Le log, il compte pas trop, parce qu'en fait, le log carré, là, c'est tout petit comparé au reste. Les logs comparés à n, c'est dérisoire. Donc en fait, si vous voulez vraiment voir ce que vous gagnez, on passe de n cube m carré à n4. Donc là, il y a un n cube, là, il y a un n cube. En fait, on passe de m carré à n. Ça, c'est énorme comme gain, d'accord? M carré, c'est le nombre d'arêtes au carré. Comparé au nombre de sommets, ça, c'est très différent. Et ça fait qu'en pratique, vous pouvez résoudre le problème sur des instances qui ont des tailles bien supérieures quand vous faites cette amélioration. Alors, on va voir comment on peut faire cette amélioration. Pourquoi est-ce que ça marche, ces algos? Comme on l'a dit, tout dépend, en fait, de la probabilité d'obtenir l'optimum en faisant ces choix aléatoires uniformes. Il faut montrer qu'elle n'est pas trop faible. Mais ce n'est pas la peine de montrer qu'elle est très grande. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine de tomber sur une fois sur 10 sur l'optimum. Même si on tombe une fois sur n carré, une fois sur n cube, en le répétant très souvent, on va finir par arriver à avoir une probabilité constante.
Donc, ça va faire grossir la complexité de l'algo, mais c'est comme ça qu'on va avoir une probabilité constante. Ce qu'il faut, c'est qu'on n'ait pas un truc trop faible. Genre, si la probabilité de tomber sur l'optimum, c'est 1 sur 2 à l'exposant n, ben là, il faudra qu'on fasse environ 2 exposant n fois l'algo. Et du coup, là, c'est trop, d'accord, c'est trop lent pour avoir une probabilité fixe. Donc, le problème qu'on va regarder aujourd'hui, c'est le problème de coupe minimum. Alors, je trouve que c'est un problème qu'on a déjà considéré, mais vous allez voir, on va le considérer dans un cadre légèrement différent. Alors, c'est quoi le cadre qu'on prend aujourd'hui? Déjà, on va travailler sur des multigraphes. D'accord? Un multigraphe non orienté. Donc, il n'y a plus d'orientation sur les arcs, c'est et multigraphe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs arêtes entre un couple de sommets. Exemple d'un réseau comme ça. Par exemple, ça. Et là, les arêtes sont non orientées. Et vous voyez que vous pouvez avoir plusieurs arêtes entre un couple de sommets. Là, il y en a 3, par exemple. Là, il y en a 2. Okay. Donc, c'est ça un multigraphe. C'est un graphe qui est non orienté et on peut avoir plusieurs arêtes entre un couple donné de sommets. C'est une généralisation des graphes classiques. Donc, nous, on va se placer dans ce cadre-là. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut trouver une coupe de ce graphe-là. La notion de coupe, elle est encore un peu différente de ce qu'on a vu avant. Bien sûr, c'est une bipartition de l'ensemble des sommets, mais jusqu'à maintenant, nous, ce qu'on faisait, c'était tout le temps des ST-coupes. D'accord? Donc, c'était des coupes où on avait particularisé 2 sommets et on voulait que la coupe sépare ces 2 sommets. Il n'y a plus cette contrainte dans ce cadre-là. Okay? On se place dans un cadre où il n'y a pas de puits, il n'y a pas de source, contrairement à ce qu'on a fait avant. Et ce qu'on veut trouver, c'est une coupe quelconque. Donc, vous avez un graphe, multigraphe, comme celui que j'ai fait tout à l'heure. Je devrais reprendre celui que j'ai fait tout à l'heure. Et on veut trouver une coupe. Donc, une coupe, c'est faire une bipartition des sommets. Par exemple, je peux prendre ça. Ça me sépare les sommets A, B, C, D, E. Et ma coupe, ça sera, alors je vais quand même l'appeler SCT, même s'il n'y a plus de source et de puits. Ça sera, alors je l'ai appelé U et V. Donc, je vais respecter mon truc. U et U', j'ai appelé. Ça sera U égale A, B, C. Et U' égale D, E. Une autre coupe possible, je ne sais pas, moi, c'est couper comme ça. Okay. Et je me retrouve avec, dans ce cas-là, j'aurai un U, alors je vais l'appeler U2, U2' et U2. Donc U2 dans cette coupe-là, ça serait ABD, ABD, et U2', ça serait CE. Voilà le genre de coupe que je considère. Et ce que je cherche, moi, c'est une coupe minimum. Ça veut dire avec le nombre minimum d'arêtes qui traversent ma coupe. D'accord? Si je considère là cette coupe, je veux minimiser le nombre d'arêtes qui passent à travers. Ici, il y en a 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc celle-là, la valeur de la coupe, alors je vais encore dire que c'est la capacité, même si on ne parle plus de capacité parce qu'on n'est plus dans les flots. La valeur de la coupe U2, U'2, c'est 4, parce qu'elle coupe 4 arêtes. Donc ça ressemble énormément à ce qu'on a fait avant, sauf que les graphes ont des multi-arêtes, ils ne sont pas orientés, et surtout, on n'a pas distingué de sommet, on peut couper n'importe comment. Du coup, ça m'intéresserait de savoir, il y a combien de façons, il y a combien de coupes dans un graphe? Il y a combien de façons de couper différentes? Deux exposant n ou 2 exposant m, on me propose dans le chat. Alors, je prendrai plutôt 2 à l'exposant n.
parce qu'on ne choisit pas en fait la coupe en fonction des arêtes qui traversent. On choisit la coupe en mettant une partie des sommets d'un côté et le reste on le met de l'autre. Donc il y a une façon de choisir un ensemble de sommets que je vais mettre du côté U de la coupe. Combien d'ensembles de sommets différents sur N sommets? On a déjà dit ça. Donc, si je veux me poser la question du nombre de coupes, combien de façons de choisir U? Combien d'ensembles, combien de sous-ensembles de n'importe quelle taille sur N éléments? J'ai déjà dit ça une fois au premier cours. C'est 2 à l'exposant N. Bon, vous avez juste, pourquoi? Parce que vous pouvez décider chaque élément, vous le mettez ou pas, vous mettez 0 ou 1. Donc, de nombre de façons sur un élément, pour chaque élément, de choisir 0 ou 1, ben vous en avez 2 façons pour le premier élément, fois 2, fois 2, fois 2, fois 2, ça fait 2 exposant N. Donc, pour choisir U, j'ai 2 à l'exposant N solutions, sauf qu'il y a un choix. Il y a 2 choix qui ne sont pas acceptables. C'est je mets personne. Dans les 2 exposants N, il y a l'ensemble vide et il y a aussi l'ensemble total. Et ces 2 choix, ils ne sont pas acceptables parce que moi, je ne fais pas des coupes avec un côté qui est vide. Je fais des vraies coupes. Il y a toujours quelque chose de chacun des 2 côtés. Donc là, il y a 2 choix qui ne sont pas acceptables. C'est si je prends personne ou si je prends tout le monde pour U. Donc la réponse, ça serait ça, sauf que quand vous faites ça, vous comptez 2 fois chaque coupe. Parce que par exemple, là, si je prends la coupe qui met ABD dans U, c'est la même que la coupe qui met CE dans U. C'est juste que j'inverse U et U'. Donc c'est la même coupe pour moi, d'accord? Donc du coup, en fait, il faudrait diviser par 2. Et ça nous donnerait quelque chose du style 2 à l'exposant N-1, moins 1. Ce qui est à peu près 2 à l'exposant N, comme on avait dit. Et c'est ça, du coup, la réponse correcte. Donc vous voyez, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Nous, on va choisir au hasard dans cet espace-là. Alors, pas exactement au hasard parmi toutes les solutions. On va quand même un petit peu influencer ce qu'on va trouver. Et en fait, vous allez voir qu'on va souvent trouver la minimum en très peu de temps. Donc, c'est ça qui est remarquable. OK. Ni pu ni source, graphe non orienté, arête multiple. C'est ça le cadre d'étude aujourd'hui. Du coup, quelle est la différence? Alors, pour insister sur ça, quelle est la différence par rapport à ce qu'on avait avant? C'est qu'avant, vous vous rappelez, on particularisait 2 sommets. On avait S et T, et on s'autorisait à ne faire des coupes seulement si elles séparaient S et T. Maintenant, on peut faire ce qu'on veut. Je peux faire ça, par exemple. Okay, ça, elle devient acceptable, alors qu'elle ne l'était pas avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a plus de sommet particularisé S et T. Je peux vraiment faire ce que je voulais. Alors, petit exemple, peut-être, d'une coupe minimum dans un graphe. Parce que c'est ça qu'on va chercher, nous, c'est des coupes de cardinalité, enfin, avec une valeur minimum, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de gens qui traversent. Petit exemple de coupe min. Par exemple, je ne sais pas, moi, je prends ça. C'est là que je voulais vous faire remarquer ça. Ouais. Il y a un truc que vous pouvez remarquer d'entrée, c'est que la coupe min, ça ne peut pas être plus gros que le degré minimum dans le graphe. Pourquoi ça? C'est un exemple qui me plaît, ça, je vais en faire un autre. Voilà mon exemple, celui-là il me plaît plus. Ça ne peut pas être plus grand que le degré minimum dans un graphe. Alors, redis. Exactement. Tu peux toujours couper autour d'un sommet de degré minimum. Par exemple, dans ce graphe, le degré minimum, c'est combien? C'est 2. Ok, donc je prends un sommet de degré 2. Ben, je décide que je fais ma coupe comme ça. U est là et U' est là. Ben, du coup, j'obtiens une coupe de valeur, le degré minimum. Je peux toujours isoler un seul sommet et choisir celui qui a le degré minimum. C'est pour ça que la coupe min, elle est toujours inférieure au degré minimum dans le graphe. Je crois qu'il n'y a pas de S à degré.
Par contre, elle est toujours inférieure ou égale, mais elle peut être strictement plus petite. Dans ce graphe, c'est quoi la coupe mine? Donc celle-là, elle valait 2. C'est quoi la coupe mine? T'as entendu, quelqu'un a dit? C'est 1. Elle est où? C'est ça, là. Juste, je coupe juste cette arête si je veux. Si je choisis comme ça, je me retrouve avec une coupe qui a valeur 1. Exact, c'est 1. Ok, donc, petite propriété qui va être très importante. La coupe mine, elle n'est jamais plus grande que le degré minimum dans le graphe, mais elle peut être strictement plus petite. Est-ce que vous avez une solution à me proposer pour une solution algorithmique pour trouver une coupe minimum dans ce contexte? Parce qu'on a quand même déjà beaucoup parlé de coupe mine, on a parlé de ST coupe mine. Est-ce que vous ne pouvez pas utiliser ça pour faire une solution à ce problème que je viens de vous proposer? Alors ça, j'aimerais que vous le voyiez parce qu'en fait, le problème, il est déjà résolu. Hein. On a déjà résolu ce problème. Nous, on sait calculer une coupe minimum qui sépare S et T. Ben, on n'a qu'à faire ça pour tous les couples de sommets. Je choisis tous les S et T possibles et je fais mon algo qui me dit c'est quoi la coupe mine qui sépare S et T. Une coupe mine, elle sépare toujours au moins 2 sommets, donc j'essaye toutes les possibilités et je vois laquelle est plus petite parmi tous les couples S et T. Je vois laquelle est le plus petite. Donc l'idée, ce serait de faire ça. Ce serait d'essayer tous les couples ST et faire l'algo qu'on a fait, d'accord? Et faire un algo de flow pour trouver la coupe mine. Donc, et faire Edmonds-Karp. Il y a un petit problème à régler pour ça, c'est que nous, là, on a autorisé dans l'entrée des arêtes multiples. Dans Edmonds-Karp, ça ne prend pas des arêtes multiples. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Petite modif quand même, modif de l'entrée. Très simple. Les arêtes multiples, j'en fais quoi? On les fusionne en une seule, très bien. Et pour garder le fait qu'il y en avait plusieurs, qu'est-ce que je mets? Eh bien, je mets une capacité qui me dit combien il y en a avec une capacité entière. Si par exemple j'avais 3 arêtes, j'en mets une seule avec capacité 3. Okay. Et ça me donnera exactement la même chose. Si vous coupez, si vous séparez les 2 sommets, vous coupez les 3 arêtes. Hein. Donc vous ne pouvez pas en couper que 2 parmi les 3 des arêtes qui sont entre 2 sommets fixés. Soit ils sont du même côté de la coupe, vous ne les coupez aucune, soit les 2 sommets ne sont pas du même côté, vous coupez les 3. Donc on peut simuler ça en faisant une seule arête et en mettant un poids dessus, une capacité avec le vocabulaire des flots. Ok, ça c'est une chose. Il y a un autre truc, c'est que le graphe, les arêtes sont non orientées. Comment est-ce que j'en fais des trucs orientés? Parce que nous, on l'avait résolu dans le cas orienté. Ça, on l'a déjà fait. Tout bête. Je remplace chaque arête par 2 arcs symétriques. D'accord? Exactement. On considère qu'ils sont bidirectionnels, comme dit Lucas. Donc, je remplace chaque arête par 2 arcs symétriques. Ça me fait exactement une entrée acceptable pour notre problème de flow, parce qu'on avait résolu le flow, on avait fait la résolution théorique dans le cas où il n'y avait pas d'arc symétrique, et on avait de suite expliqué qu'en fait, on pouvait faire pareil que s'il y avait des arcs symétriques. Ok, ben voilà, on fait ça. On fait pour tous les couples de sommet. On fait cette petite transformation d'abord sur le graphe.
Ensuite, on fait pour tous les couples de sommet, on fait l'algo d'Edmonds-Karp. Ça donne quelle complexité? Edmonds-Karp, c'est en n m carré. Des nombres de couples, il y en a combien? Pas tant que ça, pas 2 exposants n, non? Nombre de couples? Je choisis le premier sommet, combien de choix possibles? N. Je choisis le deuxième sommet, n-1. Ça fait n fois n-1, et je divise par 2 parce que si j'ai choisi le deuxième avant le premier, ça me donne quand même le même couple. Donc, grand O de n carré, nombre de couples. Du coup, ça me donne une complexité totale de n cube m carré, qui est celle que je vous ai présentée sur la page d'avant. Donc, on fait ça, on fait n fois n-1 sur 2 fois l'algo d'Edmonds-Karp, et ça nous donne une complexité de n cube m carré. Si en fait, on utilise le meilleur algo qui existe pour le flow, ce n'est pas Edmonds-Karp, il y en a un qui est en nm, et du coup, ça vous fait tomber la complexité à n carré fois nm, c'est-à-dire n cube m. Bon, mais nous, on n'a pas parlé de ça. C'est juste pour que vous sachiez que ce n'est pas le meilleur, celui que je vous ai présenté, c'est le plus simple surtout. Et c'est le premier historiquement qu'on a trouvé. Et nous, ce qu'on va faire, c'est un algo probabiliste pour améliorer ça. Je vous ai déjà vendu la complexité tout à l'heure, et je vous ai dit que c'était bien meilleur que ça. Vous allez me dire, oui, mais c'est trop facile, parce que vous la comparez à une complexité dont on sait qu'elle n'est pas la meilleure. Vous venez de nous dire qu'il y a ça. Oui, mais en fait, il y a aussi mieux que ce que je vais vous présenter dans le cas probabiliste. Donc, dans le cas probabiliste, on peut aussi faire mieux. On peut faire n carré log carré. Et si on le compare au meilleur algo déterministe pour faire cette tactique qu'on a donnée, ça se compare à n cube m. Et là encore, vous voyez qu'on a gagné nm. Donc, c'est encore plus. Nous, dans notre truc là, on a gagné en gros... qu'est-ce qu'on a gagné d'ailleurs? Je ne me rappelle plus. On est passé de m carré à n. Et là, on a gagné nm. Donc, c'est deux gains qui sont tous les deux un peu du même ordre et très importants. OK. Et surtout, il y a un autre gain qui n'est pas négligeable, dont on parle rarement, qui est un peu plus subjectif. Mais si vous retrouvez à implémenter ce genre de choses, ce qui va vous arriver dans pas longtemps, dans 1 heure, en fait, l'algo probabiliste, il est d'une simplicité incroyable. Donc, c'est très simple à implémenter. Même à analyser, il est très simple. D'accord? Analyser, il faut quand même un petit peu faire l'analyse des probas derrière, mais ça reste très élémentaire. Implémenter, il est très très simple et on va le faire en TP. Donc ça, c'est quand même un gain aussi pour résoudre le problème. C'est si vous avez un algo d'une grande simplicité, bien sûr que c'est mieux. Donc pour insister sur la tactique qu'on va utiliser, un algo probabiliste, on a dit, il fait des choix de façon probabiliste, de façon aléatoire. Donc si vous le faites tourner 2 fois, vous n'avez pas 2 fois le même résultat. Okay? Et des fois, vous avez l'optimum, des fois, vous ne l'avez pas. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'exécuter plusieurs fois, l'algo, même beaucoup de fois, pour faire augmenter la probabilité qu'une fois parmi toutes les fois où on l'a exécuté, une fois au moins, on est tombé sur l'optimum. Donc nous, on le fait beaucoup de fois, on garde la meilleure solution, et on va calculer, en faisant ça, quelle est la probabilité que la meilleure qu'on ait vue, ça soit vraiment la meilleure tout court. Alors, coupez les micros quand vous nous rejoignez, parce que là, on entend vos micros. Là, pour ceux qui sont à distance, là, il y a quelqu'un qui nous a rejoint, qui n'a pas coupé le micro, ça fait du bruit. Bonjour, je ne comprends pas d'où ça vient le n fois n-1 sur 2. Ça, c'est le nombre de couples ST que tu peux choisir. Le n fois n-1 sur 2. Je reviens dessus. N fois n-1 sur 2, il était où? J'ai marqué où ce truc? Je connais. Mince, alors il est où? Ah oui, c'était là. Le n qui arrive. Ah d'accord, le n-1 sur 2, je l'avais marqué quelque part ici. C'est ça, ici. n-1 sur 2, ça, c'est le nombre de couples ST différents. En fait, ce n'est pas le nombre de couples, c'est le nombre de paires.
parce que si on le fait avec, en inversant les deux, ça donne la même chose vu que nos graphes sont bidirectionnels. Donc le nombre de couples ST, comment tu sais qu'il y en a n fois n-1 sur 2? Ben, si tu t'amuses à les former, ces couples. Pour le choix de S, tu as n choix, c'est le n qui est ici. Pour le choix de T, tu n'en as plus que n-1 parce que tu as déjà choisi S. Donc tu choisis 1 parmi les n-1 sommets restants. Et pourquoi on divise par 2? Parce qu'en fait, si tu choisis S d'abord et T ensuite, ou si tu choisis T d'abord et S après, ça te donne la même paire. En fait, on le fait sur les paires et pas sur les couples. Si c'était les couples, il n'y aurait pas le divisé par 2. OK pour l'explication, Mehdi? Satisfait? D'accord, ça marche. Donc du coup, on en était à dire que... je ne sais plus ce que vous voulez dire. Ah oui, ça était là. OK. Donc voilà la tactique qu'on va utiliser. On va avoir des résultats différents à chaque fois qu'on fait tourner l'algo, et du coup, on va le faire tourner plein de fois pour espérer qu'on tombe une fois au moins sur l'optimum. Donc ça pose deux questions. D'abord, en un run, en un coup de l'algo, c'est quoi la proba d'obtenir la solution optimale? Et ensuite, du coup, question qui est très liée, il faut faire combien d'essais pour avoir une chance raisonnable que parmi tous les essais, je sois tombé une fois au moins sur l'optimum. Qu'est-ce qu'on voudrait, nous, idéalement? Parce que maintenant, on va faire des algos qui garantissent quelque chose, qui atteignent un objectif en termes de proba. Qu'est-ce qu'on voudrait? Nous, idéalement, ce qu'on veut, c'est ça. C'est qu'on veut que la proba, elle soit aussi proche possible de 1. Aussi proche que possible de 1. Même idéalement, ce que je voudrais, c'est que asymptotiquement, elle se rapproche de 1. C'est-à-dire, en général, on compte les complexités quand n tend vers l'infini. Ben là, je vais compter la proba lorsque n tend vers l'infini. D'accord? Donc, lorsque la taille de l'entrée tend vers l'infini, moi, je voudrais que la proba de trouver l'optimum, elle se rapproche de 1. Okay? Ça, j'ai mis waouh parce que ça peut paraître un petit peu fort quand même. Ça veut dire qu'au plus je calcule sur des gros graphes, au plus j'ai de chances de trouver l'optimum. C'est pas tout à fait intuitif. On se dit les gros graphes, c'est plus difficile. Oui, mais en fait, vous allez voir, caché derrière ça, il y a le fait qu'au plus l'entrée est grosse, au plus je vais... il y a quelqu'un qui a toujours le micro activé, donc c'est pas grave, je coupe le mien. Je coupe mon haut-parleur. Du coup, il y a quoi? Oui, caché derrière ça, il y a le fait que plus l'entrée est grande, aussi au plus on va répéter l'algorithme un grand nombre de fois, et c'est pour ça que finalement on va arriver à faire tendre la proba vers 1. Et en fait, je voudrais vous faire remarquer d'entrée, c'est pour ça que j'ai laissé de la place dans les slides, que ça suffit d'avoir une proba constante. Si vous me dites, je fais mon algo un certain nombre de fois, et j'arrive à me retrouver avec une probabilité de trouver l'optimum, je vais appeler ça P succès, qui est une constante. Alors, qu'est-ce que je veux dire par une constante? Je veux dire supérieur à un truc fixe. Par exemple, supérieur à 0,2. Okay, on peut dire que ce n'est pas énorme, c'est qu'une fois sur 5. Mais en fait, si vous arrivez à faire ça, c'est gagné. Okay. Pourquoi c'est gagné? Ben parce que là, maintenant, il suffit de répéter encore. Je multiplie le nombre de runs que vous avez fait par... je l'ai fait encore plusieurs fois et je vais faire monter la probabilité de succès. Pourquoi? Parce que là, ça veut dire que la probabilité d'échec, elle est du coup inférieure à 0,8. Ok. Donc ça, si cet algo-là, je le fais par exemple K fois, ok, je le fais K fois cet algo-là que vous avez fait, ben, je vais me trouver avec une probabilité d'échec qui va être inférieure à quoi? À 0,8 à l'exposant K. Si j'ai une probabilité 0,8 d'échouer, je le fais 2 fois. Que j'échoue les 2 fois, c'est-à-dire que 2 fois je ne trouve pas l'optimum, c'est 0,8 fois 0,8. Si je le fais 3 fois, c'est 0,8 fois 0,8 fois 0,8 que je ne trouve jamais l'optimum dans les 3 fois, etc. Et comme le nombre il est plus petit que 1, ça tend exponentiellement vite vers 0, cette probabilité d'échec. Donc en fait, une probabilité de succès constante, ça suffit, c'est gagné. On le répète un certain nombre de fois, et on va très vite
s'approcher de 0 pour la probabilité d'échec. Alors en fait, en l'occurrence, si je veux par exemple, là du coup, on voit que tendre vers 1 à l'infini, c'est pas très dur. Il suffit de prendre un cas qui tend vers l'infini quand la taille de l'entrée tend vers l'infini. Donc si par exemple la taille de l'entrée, disons que je l'appelle grand N, okay, il suffit de prendre par exemple K égale, je sais pas moi, log grand N. Ça tend vers l'infini quand N tend vers l'infini. Et du coup, ce machin-là, là, le K, il va tendre vers l'infini, et ce truc-là, ça va tendre vers 0, la probabilité d'échec. C'est comme ça qu'on obtient notre probabilité de succès qui tend vers 1. Si même ça, vous trouvez que c'est trop gros, vous pouvez prendre plus petit, il suffit de prendre un truc qui tend vers l'infini, mais il peut tendre très doucement vers l'infini. Par exemple, rien ne m'empêche de prendre K égale log N. Ou même si c'est trop gros, pourquoi pas log N. Ça commence à aller vraiment très doucement vers l'infini. Okay. Tout ça pour dire qu'en fait, si vous avez une probabilité constante, c'est gagné. C'est ça qu'on cherche, nous, c'est savoir, il faut répéter combien de fois l'algo pour avoir une probabilité constante. Ensuite, on le fera ce nombre de runs K fois, et ça nous donnera notre probabilité très forte. De constant, on va passer à très fort en répétant un peu. OK. Donc, on va résoudre le problème. Avant de résoudre le problème, je voudrais éliminer le cas des graphes non connexes. Si vous me donnez un multigraphe non connexe, c'est quoi la coupe mine là-dedans? Vous me donnez un multigraphe non connexe, c'est quoi la coupe mine? C'est 0. Tout à fait, Lucas. Coupe mine, là-dedans, c'est égal à 0. Elle est où, la coupe mine? Mais là, il y a 0 arête qui passe. Okay, donc, si le graphe n'est pas connexe, je peux toujours le séparer en deux parties où il n'y a rien qui passe entre les deux. D'accord? Et du coup, ce cas-là, est-ce que c'est difficile à repérer algorithmiquement? Non, c'est très facile. Un graphe qui n'est pas connexe, comment vous vous y prenez pour repérer que le graphe n'est pas connexe? Quel algorithme vous pouvez faire? Oui. On fait un. Oui, alors qu'est-ce que tu fais pour parcourir le graphe? Tu as dit que tu parcours, tu fais un parcours, quelconque. BFS, DFS, ce que vous voulez. Vous partez d'un sommet, vous faites le parcours. Quand le parcours s'arrête, si vous n'avez pas vu tout le monde, ben c'est que le graphe n'est pas connexe. Si vous avez vu tout le monde, c'est que le graphe il est connexe. D'accord? Donc ça, c'est très simple de repérer ça en faisant un parcours en largeur, c'est-à-dire, ou un parcours quelconque en fait. Hein. Parcours, par exemple, en largeur. Vous vous rappelez comment j'appelle ça, les parcours en largeur? J'appelle ça des BFS, je vais le dire plein de fois, alors gardez-le en tête. Un parcours en largeur, donc c'est très simple, complexité, grand O de, dans ce cas-là, grand O de M, parce qu'on s'arrête, on ne va même pas chercher les ondes composantes, on s'arrête quand on a mangé entièrement une composante. Donc ça, c'est grand O de M, c'est très facile. Et du coup, ce que je vais faire dans mon algo, c'est que je vais toujours commencer par vérifier que le graphe est connexe. D'accord? Donc j'aurai un petit pré-traitement. Si le graphe n'est pas connexe, paf, je sors une coupe de taille 0. Donc à partir de maintenant, je vais considérer que toujours les graphes sont connexes. S'ils ne sont pas connexes, j'ai traité avant par ce truc-là. Donc du coup, je le remarque là. À partir de maintenant, tous les graphes sont connexes. Tous les graphes en entrée de l'algo, sont connexes parce que s'ils ne le sont pas, je l'ai repéré de suite et j'ai donné la réponse optimale par un algo déterministe de très faible complexité. À partir de maintenant, tous les graphes en entrée sont connexes. OK. Je vais vous montrer l'algo. Normalement, quand j'aurai fini de vous montrer l'algo, vous devez tous pleurer tellement c'est simple. Ensuite, il faudra qu'on vérifie que ça marche. Mais au début, on n'y croit pas. On dit c'est pas possible. C'est pas possible que ça soit un algorithme qui résolve un problème qui est quand même pas tout à fait trivial, de trouver une coupe mine. On vient de se casser la tête pendant 3 heures pour faire un algo
qui trouvez une ST coupe mine avec des flots, vous allez voir la simplicité, c'est même plus la simplicité, on dirait qu'il n'y a rien dans l'algo. Je vous montre le seul truc qu'il y a dans l'algo, c'est ça. C'est l'opération de contraction d'une arête. Surtout, ne lisez pas ça. Ça, vous le lirez chez vous si vous voulez être sûr de la définition formelle. La définition de contraction d'une arête, je vais vous la montrer sur le dessin. C'est ça. Ici, là, sur le dessin, j'ai contracté l'arête CD. Contracter une arête, alors vous voyez qu'il y a une arête multiple entre CD, mais ça ne joue pas. Okay, on dit que j'ai contracté celle-là. Donc, je contracte une arête entre CD. À quoi ça ressemble, contracter une arête? En fait, c'est identifier les deux sommets. Ces deux sommets, je les remplace par un seul. Ici, j'ai décidé de l'appeler D, comme celui d'avant, mais ça, je peux l'appeler avec un nouveau nom, ou je peux garder C, c'est pareil. Donc, je les identifie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais un sommet qui a les mêmes voisins que l'union des voisins de C et D. Je prends tous les voisins de C, tous les voisins de D, et je les donne au nouveau sommet. Okay, alors, en l'occurrence, regardez, comme ici C, il était voisin de A, et que D est voisin de A, du coup, le nouveau sommet, là, il se retrouve deux fois voisin de A. C'est pour ça qu'on a pris une entrée avec des arêtes multiples. C'est parce que de toute façon, dans l'algorithme, on va naturellement se retrouver avec des arêtes multiples en faisant les opérations de contraction. Okay. Donc ici, ces deux arêtes, par exemple, là, celle-là, là, avec un triangle, c'est celle-là avec un triangle. Celle-là avec un carré, c'est celle-là avec un carré. Celle-là avec quoi? Avec une tilde, c'est celle-là avec une tilde. Et celle-là avec une croix, c'est celle-là avec une croix. Les autres, elles n'ont pas bougé. Donc c'est juste ça, faire la contraction. Vous prenez deux sommets, vous les identifiez, et le nouveau sommet, il a l'ensemble des voisins qu'avaient les deux autres, avec leur multiplicité. Si les deux autres étaient tous les deux voisins, ou plusieurs fois voisins, ben lui aussi il se retrouve plusieurs fois voisin. Ben c'est tout. Algo est fini. Algo, c'est que ça. Je l'écris quand même. Qu'est-ce qu'on fait avec l'algo? On va juste entretenir un truc en plus, c'est le S pour chaque sommet. Regardez ce que c'est le S, je vous le montre ici. En fait, le S, c'est l'ensemble, pour un sommet donné du graphe, c'est l'ensemble des sommets originels auxquels il correspond. C'est-à-dire c'est l'ensemble des sommets qui se sont fait contracter sur ce sommet. Ici, par exemple, le S de D, c'est l'ensemble CD. Parce qu'en fait, ce sommet-là, il vient originellement, il y a deux sommets qui se sont contractés sur lui. Okay, c'est le seul truc qu'on entretient en plus dans l'algo. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, au départ, on dit chaque sommet, il se représente que lui-même. Et puis, quand je ferai les contractions, je ferai l'union des ensembles qui représentent. Et qu'est-ce que je fais? Ben, je fais, tant que j'ai plus de deux sommets dans mon graphe, je choisis une arête au hasard, alors aléatoirement, uniformément, que je contracte. Je choisis une arête, je la contracte. Et je fais ça tant que j'ai plus de deux sommets. Donc, je fais des contractions au hasard jusqu'à me retrouver avec juste deux sommets. Quand j'ai deux sommets, je m'arrête, je regarde l'ensemble qui a été contracté sur le premier sommet, l'ensemble qui a été contracté sur le deuxième sommet, et je dis, ben ça, c'est ma coupe. Okay, c'est ce que dit ce truc-là. Quand vous avez plus que deux sommets, qui sont X et Y, la coupe, c'est S de X et S de Y. Petit exemple, du coup. Alors, petit exemple, on va faire par exemple ça. C'est de faire pas trop petit, qu'on arrive à contracter des choses. Je vous fais tourner l'algo de contraction. On va donner des noms au sommet. A, B, C, D, E et F. Je commence par choisir une arête au hasard. Je choisis l'arête EF, mettons. Je la contracte. Et je contracte F, ça me donne quoi? Le reste n'aura pas bougé. Et quand je contracte F, je la remplace par un sommet. Alors, je vais faire un gros sommet, comme ça je vais écrire que ça, maintenant c'est E et F réunis. Et vous voyez qu'il y avait combien d'arêtes vers D? Il
Mais il y en avait une de E et une de F. Donc là, je me retrouve avec deux arêtes. Deux arêtes entre EF et D. Je rechoisis une arête au hasard à contracter. Alors, par exemple, vous avez envie de prendre quoi? Pas vous laisser prendre n'importe quoi, je voudrais que ça fasse un joli exemple non plus. Je sais pas, AB, contracte AB. AB, du coup AB, je les remplace par un gros sommet qui les représente. Il est voisin de quoi? Il est voisin de C. Une seule fois. Il est voisin de D. Une seule fois. Et je suis toujours avec ma double arête vers le sommet contracté EF. Ok. Je rechoisis une autre arête à contracter. Vous voulez contracter quoi? Prenons un truc qui contracte avec un gros truc là. Par exemple, je sais pas, C et D. Ouais, mais C et D, non, je voudrais prendre une grosse patate, qu'on ait un exemple de on contracte un truc qui a déjà été contracté. Donc, par exemple, AB et C, vous me dites. AB et C, ok, contractons ça. Je prends cette arête là, c'est une arête, hein, ABC, et je la contracte. Ça va me donner quoi? Ça va me donner une grosse patate pour A, B, C, qui est reliée deux fois, une fois là et une fois là, à D. Donc je prends D, elle est reliée deux fois. Et D, lui, il est toujours relié deux fois à la patate EF. Ok, il nous faut faire plus qu'une contraction. Alors vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on fait une contraction, le nombre de sommets, il décroît de 1. Exactement. Parce que je prends deux sommets et je les identifie. Donc le nombre de contractions que je fais avant de me retrouver avec plus que deux sommets dans mon graphe, c'est exactement n-2. Donc là, il ne m'en reste plus qu'une à faire. A, B, D, non. Alors, je sais pas, là ça n'a pas trop d'importance. On va dire, par exemple, je sais pas, on prend celle-là, là. Je vais contracter ça. Ok. Donc en vrai, dans l'algo, ça ne se passe pas en choisissant deux sommets, ça se passe en choisissant une arête. D'accord? Donc là, ça veut dire que je vais contracter cette arête, quoi. Et je me retrouve avec du coup une grosse patate A, B, C, D. A, B, C, D et EF en face. Et il y a deux arcs entre les deux. Voilà. Je m'arrête là, c'est fini. Ça, c'est le résultat de l'algo. Et du coup, c'est ma coupe. Ma coupe, c'est U égale A, B, C, D. Et U' égale EF. La valeur de la coupe que j'ai trouvée, c'est quoi? Ben, je compte le nombre d'arêtes qui traversent ici, là, entre les deux sommets. Donc c'est 2. Okay. Alors, vous pouvez voir qu'en l'occurrence, ça correspond bien à ce qu'on aurait dans le graphe original. Okay. Là, on a U. Donc là, on a notre coupe entre U et U'. Et le nombre d'arêtes qui traversent, c'est bien 2. Okay. Donc le nombre d'arêtes qui traversent là à la fin, entre mes deux sommets qui restent, c'est vraiment le nombre d'arêtes qu'il y avait entre ces deux ensembles de sommets au départ dans le graphe. Voilà, ben c'est ça l'algo. C'est tout. Donc là, on prend une arête au hasard, on contracte, on prend une arête au hasard, on contracte, et on espère qu'à la fin, on a la coupe mine. Ça paraît un peu déraisonnable quand même. Je veux dire, là, il n'y a rien. On dirait qu'il n'y a rien qui guide l'algo vers aller vers la coupe mine. En fait, il y a un truc. Est-ce que vous le sentez déjà ou est-ce qu'on en parle plus tard? Il y a un truc qui le guide vers aller vers la coupe mine dans les contractions qu'on fait. On en parle plus tard. Vous allez voir ce que c'est qui le guide vers aller vers la coupe mine. Ou interdire la contraction du couple. Oui, tu veux dire interdire la contraction du couple qui n'a pas une arête, je suppose. Oui, c'est ça qui fait qu'on le guide vers aller vers la coupe mine. Je suis d'accord.
Alors, on va le voir un peu plus précisément, justement, et on va voir un peu mieux pourquoi ça se passe comme ça. Donc, d'abord, je vous ai fait remarquer que l'algo, il fait toujours n-2 contractions avant d'arriver à un graphe à deux sommets, parce qu'on perd un sommet à chaque contraction. On perd un sommet à chaque contraction. Donc, on va noter K. K, c'est le nombre d'arêtes qu'il y a dans une coupe minimum du graphe G. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas calculer la probabilité de tomber sur une coupe minimum. Je vais calculer la probabilité de tomber sur cette coupe minimum. Donc, c'est pas le nombre, hein, celle-là, je veux dire. J'en choisis une, je la fixe, je prends une coupe C de taille minimum, et ce que je vais calculer, ce n'est pas la probabilité de tomber sur n'importe quelle coupe minimum, c'est la probabilité de tomber sur C. Okay, et je vais voir que déjà, ça, c'est suffisamment grand. Je n'ai même pas besoin de savoir les autres coupes minimum, quelle est la chance de tomber dessus. Juste une d'entre elles, en fait, la probabilité est déjà suffisamment élevée. Alors, la remarque clé, et qui est exactement la réponse à la question que je vous ai posée avant, là, de pourquoi ça marche, c'est qu'en fait, il faut remarquer que si je veux obtenir la coupe C, dans mon algo de contraction, je vais l'obtenir, la coupe C, si et seulement si je n'ai jamais contracté d'arête qui traversait la coupe. Alors, petit exemple. Donc, moi, je me fais ma coupe C. Ça, c'est ma coupe C. Il y a des arêtes qui traversent. N'oubliez pas qu'on a autorisé les arêtes multiples. Donc, pour obtenir C, il y a plein de façons de faire les contractions. Okay. Par exemple, je peux contracter ça et ça. Puis après, contracter ça et ça. Et puis, je peux contracter après ça et ça. Et puis, je peux contracter ça et ça. Mais si à un moment donné, il me prend l'envie de contracter une des arêtes qui traversent là, d'accord? De contracter, par exemple, celle-là. Qu'est-ce qui va se passer? Ces deux sommets vont se retrouver avec ces trois sommets. Et là, j'aurai plus ma coupe C. J'aurai plus ma coupe C parce qu'à la fin, eux, ils vont se retrouver dans le même sous-ensemble de sommets. Or, moi, dans ma coupe C, eux, ils ne sont pas dans le même sous-ensemble de sommets. Je vais les appeler A, B. Et ceux-là, par exemple, C, D, E. D'accord? Moi, dans ma coupe C, il y a C, D, E d'un côté, avec F. Et puis, il y a A, B, G, H. Donc, si à un moment donné, je contracte une arête qui traverse la coupe, ça va avoir pour effet de mettre ensemble deux sommets qui ne sont pas ensemble dans ma coupe. D'accord? Puisqu'à la fin, vous vous rappelez, quand j'ai fait toutes les contractions, moi, je lis ma coupe en regardant l'ensemble des sommets qui correspond à celui-là, et l'ensemble des sommets, si je fais la contraction ici, par exemple, et l'ensemble des sommets qui correspond à celui-là. Donc, si je contracte une arête qui traverse, je vais mettre deux sommets ensemble qui ne devaient pas être ensemble dans la coupe, mais si je ne fais jamais ça, ils vont toujours rester séparés. Si je ne contracte jamais une arête qui traverse la coupe, à la fin, ce que j'ai, ben, du coup, c'est exactement la coupe. D'accord? Donc, l'algo, il trouve la coupe C, si et seulement si, il ne contracte jamais à aucun moment une arête qui traverse la coupe. Et bien donc, c'est ça la proba qu'on va calculer. La proba qu'on va calculer, c'est la proba qu'au cours des différentes contractions, je ne choisisse jamais une des quatre arêtes qui traversent la coupe. Okay. Si je choisis jamais une arête comme ça, c'est gagné, je trouverai exactement ma coupe C. Alors calculons cette proba. Donc il y a K arêtes. Okay. Dans la coupe, il y a ce nombre d'arêtes qui traversent, là, on l'appelle K.
Donc, exemple, à la première contraction, quelle est la probabilité de choisir une arête qui ne traverse pas la coupe, sachant qu'il y en a K dans la coupe? La proba de choisir une arête qui traverse la coupe, c'est K sur M, puisque j'ai K arêtes parmi M qui traversent la coupe. Ça, M, c'est le nombre d'arêtes total. OK? Ça, c'est le nombre d'arêtes total. Ça, c'est le nombre d'arêtes dans la coupe. Arêtes qui traversent la coupe. Donc, la proba, là, c'est la proba de choisir une arête qui traverse la coupe. Donc, la proba de choisir une arête qui ne traverse pas la coupe, c'est 1 moins ça. C'est 1 moins K sur M. OK. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de jamais choisir une arête qui traverse la coupe. Donc, je vais appeler EJ l'événement qui est à la jème itération, là, à la jème contraction, en fait, on pourrait remplacer itération par contraction. À la jème contraction, l'arête que je sélectionne, elle traverse pas C. Ça, c'est l'événement que j'appelle EJ. Ça veut dire, c'est l'événement, ça se passe bien pour moi. Ce que je veux calculer comme probabilité, c'est quelle est la probabilité que ça se passe bien à l'étape J en sachant que ça s'est bien passé à toutes les étapes avant. C'est ce que dit l'intersection de tous les événements pour I égale 1 à J-1 des EI. Ça veut dire il y a eu E1, il y a eu E2, il y a eu E3 jusqu'à EJ-1. Ça veut dire ça s'est bien passé à l'étape 1, ça s'est bien passé à l'étape 2, ça s'est bien passé à l'étape 3, jusqu'à l'étape J-1. Donc ça dit bien passé jusqu'à J-1. Et ça, c'est bien passé en J. Donc moi, je veux savoir quelle est la probabilité que ça se passe bien en J, sachant que ça s'est toujours bien passé jusqu'à maintenant. Donc je vais appeler GJ le graphe avant de faire la contraction numéro J. D'accord? Dans l'événement où tout s'est bien passé jusqu'à maintenant. Donc tout s'est bien passé jusqu'à maintenant. J'ai jamais contracté une arête qui traversait la coupe, ça veut dire, et j'ai obtenu un graphe GJ. Je veux savoir quelle est la probabilité que ça se passe encore bien. Que quand je choisis mon arête au hasard parmi celles qui restent, ce n'est pas une arête qui traverse la coupe. Alors, on travaille du coup sur ce graphe GJ qu'on a obtenu après nos J-1 itérations. Il a combien de sommets? J'ai fait J-1 itération. Donc, j'ai perdu J-1 sommet. Donc, je suis parti de N. J'en ai N moins J-1. Pas beau ce J. On va le refaire. J'en ai N moins J-1, c'est-à-dire N moins J plus 1. Alors ça, par contre, il faut le vérifier, ça. La coupe minimum de GJ, je prétends qu'elle a toujours taille K. Pourquoi? Vu que dans GJ, j'ai jamais contracté une arête de la coupe, ma coupe, elle existe toujours dans GJ. Okay? Ça veut dire que ma coupe, elle était là. J'ai contracté des trucs, mais j'ai contracté des trucs qui n'étaient pas à cheval, qui étaient chacun d'un côté de la coupe. Donc, toutes les arêtes qui traversaient, elles se retrouvent toujours à traverser. D'accord? Donc, ce qui est sûr, c'est que dans GJ, il y a toujours ma coupe. Il y a toujours C. Donc, il y a toujours en particulier une coupe de taille K, puisque C à taille K. La question, c'est est-ce qu'il peut y en avoir une plus petite? Alors ça, c'est pas évident, ça. Est-ce qu'il pourrait pas, à force de faire des contractions, au départ, il n'y en avait pas des plus petites dans le graphe originel. Mais en faisant des contractions, j'ai modifié le graphe. Alors peut-être j'en ai fait apparaître une coupe plus petite. Par exemple, je ne sais pas moi, peut-être celle-là, là. Peut-être celle-là, elle est plus petite. Peut-être la valeur de ces primes, peut-être qu'elle est strictement inférieure à K, je ne sais pas moi. Est-ce qu'elle peut être strictement inférieure à K?
Elle peut pas. Elle peut pas parce qu'en fait, celle-là, non, elle peut pas. Oui, c'est vrai, Anna. Alors, pourquoi? Pourquoi elle peut pas? Elle peut pas parce qu'en fait, elle existe déjà dans le graphe de départ. Ces trucs-là, là, on les a obtenus par des contractions de sommet du graphe de départ. Donc, au départ, il y avait un graphe qui était comme ça. Okay, donc là, il y a des trucs qui traversent ma coupe, etc. Et en fait, n'importe quelle coupe que je prends là dans le graphe contracté, elle correspond à une coupe dans le graphe originel. Je prends U, c'est l'ensemble des sommets représentés là par tous les sommets contractés que j'ai de ce côté. Je prends U', c'est l'ensemble des sommets représentés par tous les sommets contractés de ce côté. Et cette coupe U', je la retrouve dans le graphe original. Et là, dans le graphe contracté, le nombre d'arêtes qui traversent entre les deux, c'est exactement le même que le nombre d'arêtes qui traversent dans le graphe original. Donc la réponse, c'est non. Car C' existe dans le graphe de départ, dans G. Elle n'existe pas que dans GJ, là je vous rappelle qu'on est dans GJ. Elle existe dans G, et en plus, la valeur de la coupe C' dans G, nombre d'arêtes qui traversent, c'est exactement le même que dans GJ. Okay. Elle a la même valeur. Donc en fait, du coup, comme au départ, il n'y en avait pas des strictement inférieurs à K, dans GJ, il n'y en a pas non plus des strictement inférieurs à K. Donc quand je fais des contractions, en fait, je ne fais pas diminuer la taille de la coupe mine, elle ne peut que augmenter. Et comme moi, je n'ai jamais contracté des trucs de part et d'autre de C, je sais qu'il y a toujours C qui existe. Et du coup, il y en a une de taille K. Donc la coupe mine dans GJ, elle a exactement taille K. Et pourquoi ça c'est important? C'est ça qui va faire que j'ai encore peu de chances de choisir une arête qui traverse la coupe C dans le graphe GJ. Alors pourquoi? Parce que si j'ai une coupe mine de taille K, ça veut dire, par la remarque qu'on a fait avant, que le degré minimum dans GJ, c'est au moins K. Pourquoi? Parce qu'on a dit la coupe mine, c'est inférieur au degré minimum. Sinon, vous pouvez isoler ce sommet, le degré minimum. Donc là, mes degrés dans GJ, ils ont tous, mes sommets dans GJ, ils ont tous degré au moins K. Et s'ils ont tous degré au moins K, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal d'arêtes dans GJ. Il y en a combien? Si chaque sommet a K arêtes, dans GJ, il y a ça de sommet. Ben, il y en a au moins ça. Si chaque sommet a K arêtes, il y en a au moins K fois le nombre de sommets. Et en fait, on divise par 2 parce que quand on compte les arêtes comme ça, quand on dit OK, j'ai K arêtes autour de ce sommet, plus K arêtes autour de ce sommet, plus K arêtes autour de ce sommet, en fait, chaque arête, j'ai compté 2 fois. Parce qu'une arête, je la compte pour un des sommets et pour l'autre sommet qui est son extrémité. C'est pour ça qu'on divise par 2. Donc il y a au moins le degré minimum. Ah, je n'ai peut-être pas assez expliqué ce que c'était le degré, j'ai pensé que vous connaissez ça. Le degré d'un sommet U dans un graphe, c'est le nombre de voisins de U. C'est le nombre d'arêtes incidentes à U. On va dire comme ça, puisque nous, on a des arêtes multiples. Nombre d'arêtes incidentes au sommet U. Donc, si moi, j'ai un graphe dans lequel tous les sommets ont au moins K arêtes qui leur sont incidentes, au total, le nombre d'arêtes, c'est le nombre de sommets fois K. Il faut diviser par 2 pour les raisons que j'ai données. C'est qu'en fait, une arête, si vous comptez comme ça là, autour de chaque sommet, en fait, cette arête-là, par exemple, entre ces deux sommets, vous l'avez compté 2 fois. Vous l'avez compté une fois pour ce sommet et une fois pour ce sommet. C'est ça qu'on divise par 2. Ok, donc j'ai au moins ça d'arête. Donc moi, ma coupe mine, elle a toujours taille K. Et j'ai
au moins ça d'arête. Eh bien, c'est ça qui va faire la proba, c'est tout. Donc, du coup, la proba PJ, c'est la proba que ça se passe bien à l'étape J. La proba que ça se passe pas bien, c'est je choisis une arête qui traverse la coupe. D'arêtes qui traversent la coupe, il y en a K, et je la choisis parmi combien d'arêtes? Ben, on vient de dire qu'il y en avait au moins ça d'arêtes dans le graphe. Donc ça veut dire que ma probabilité, elle est inférieure à K sur ce nombre d'arêtes dans le graphe. Ça, c'est nombre d'arêtes dans GJ. Le nombre d'arêtes dans GJ, c'est au moins ça. Et ça, c'est nombre d'arêtes de GJ qui traverse C. Donc la probabilité que ça se passe mal, c'est que j'en choisis une qui traverse parmi toutes les arêtes possibles. Et si on fait le calcul, vous voyez que le K, il saute. Il me reste le 2 qui repasse en haut, et je me trouve avec ça. Okay, donc ça, c'est la probabilité que ça se passe mal. Okay, à l'étape J. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt que la probabilité que ça se passe bien. Donc du coup, je renverse ce truc-là, et je me retrouve, je fais passer PJ de l'autre côté. On a 1 moins PJ qui est inférieur à ce truc-là. Je fais passer PJ de l'autre côté, je me retrouve avec PJ qui est plus grand que 1 moins ce truc-là. 1 moins ce truc-là, je le réécris. D'accord? 1 moins ce truc-là, ça fait donc n moins j plus 1 sur n moins j plus 1. Ça, c'est 1. Moins 2 sur n moins j plus 1. Et ça me fait... Ah oui, ça me fait ce truc-là. OK. Ça me fait n moins j plus 1 moins 2 sur n moins j plus 1. Et n moins j plus 1 moins 2, ça fait ça. N moins j moins 1. Okay. Donc moi, je me retrouve avec PJ. La probabilité que ça se passe bien, elle est au moins égale à ça. Et bien ça va me suffire à montrer que quand ça se passe toujours comme ça tout au long de l'algo, eh ben, j'ai une probabilité assez importante. C'est pas non plus très grand, faut pas croire, c'est très proche de 0, mais c'est pas trop proche de 0. Voilà ce que ça donne. Donc la proba que... moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est la proba que ça se soit bien passé pour les n-2 contractions. EI, vous vous rappelez, c'est l'événement, ça se passe bien, je n'ai pas choisi une arête qui traverse la coupe. Si vous vous rappelez de vos cours de proba de terminale, la proba qu'il y ait un événement A et un événement B, c'est pour qu'il y ait A et B, il faut déjà qu'il y ait B, donc c'est la proba qui est B, et ensuite, il faut qu'il y ait A en sachant qu'il y a eu B. Ça, c'est les probabilités en sachant que. Donc, c'est la probabilité qu'il y ait A en sachant B. Ça, c'est celle qu'on vient de calculer. C'est la probabilité que ça se passe bien en sachant que ça s'est toujours bien passé. Fois la probabilité que ça se soit toujours bien passé jusque-là. OK. Et du coup, ça vous donne, si vous déroulez ce machin-là, ça vous donne que la probabilité que ça se passe bien à toutes les contractions, c'est le produit des probabilités PJ que ça se passe bien à chacune des contractions, en sachant que ça s'est bien passé aux contractions d'avant. Ça, c'est exactement la définition de PJ. Et du coup, ça donne quoi? Je fais le produit de tous ces trucs que j'ai calculés avant. Alors, le truc que j'ai calculé avant, c'était ça, là. C'était le n-j-1 sur n-j plus 1. Donc, par exemple, quand j vaut 1, la première contraction, là, je vais le réécrire ça parce que sinon, on ne va pas comprendre d'où ça vient. n-j, on a calculé que PJ, c'était au moins égal à n-j moins 1. Là, je suis en train de faire le produit des PJ, ok? Et je sais que PJ, c'est au moins égal à n-j moins 1 sur n-j plus 1. Donc, quand je prends j égale 1, par exemple, ça me donne quoi? Ça me donne n-2 sur n. C'est le premier que j'ai écrit là. Quand je prends j égale 2, ça me donne quoi? Ça me donne n-3 sur n-1. C'est celui qui est écrit là. Etc. Comme ça. Okay. Donc, il y a toujours, regardez, ça, c'est toujours 2 plus petit que celui-là, 2 plus petit que celui-là. Et je passe sur tous les nombres comme ça, n-2, n-3, n-4, jusqu'à avoir 3, 2, 1.
Et quand j'ai 1, ben, celui qui est en dessous, il est 2 plus grand, d'accord? Le dénominateur est toujours 2 plus grand que le numérateur. Ok, donc la question, c'est ça vaut quoi ce gros produit immonde? Ben, ce gros produit immonde, il n'est pas si immonde, parce que tout s'en va, tout se simplifie. Regardez, vous avez n-2 ici, mais vous l'avez aussi là. Et là, à cette étape-là, vous allez avoir quoi? n-5 sur n-7. Non, c'est quoi? Qu'est-ce que je raconte? Non, c'est 2 plus grand. n-7 sur n-3. Donc le n-3, là, il va se simplifier avec celui-là. Le n-4, il va se simplifier avec un truc d'avant. Et comme ça, tout se simplifie. Et à la fin, ici, c'est pareil, dans l'autre sens. Le 3 va se simplifier avec le 3 qui est là. Pour ce 4-là, il y aura un 4 ici. Et tout se simplifie. Et il me reste quoi? Il n'y a que deux trucs qui ne se simplifient pas, c'est ces deux-là et ces deux-là. Et donc, ça me fait 2 sur n fois n-1. Donc ça, c'est la proba. C'est la proba P. La proba que je ne contracte jamais à aucun des choix que je fais une arête qui traverse C, elle est au moins égale à ça. Alors, vous allez dire, bah, c'est pas très grand, hein, parce que n va devenir très grand, donc ça va tendre vers 0 quand même. Oui, mais regardez, ça tend polynomialement. Ça pourrait tendre vers 0 plus grave. On pourrait avoir P égale 1 sur 2 à l'exposant n. Là, ce serait un problème pour la complexité de notre algo. Mais là, ça tend polynomialement vers 0. OK. Pour mieux vous faire comprendre ça de suite, il faut revenir à l'intuition. On dit les probas, c'est pas intuitif, c'est pas tout à fait vrai. Il y a quand même des trucs qui sont intuitifs dans les probas. La probabilité que ça se passe bien, que je trouve le bon truc, en un run de l'algo, c'est 2 sur n carré. On va dire, d'accord? C'est 1 sur n carré. Ça, pour moi, ça c'est grand taux de 1 sur n carré. Il faut que je fasse combien de runs pour trouver l'optimum? Probabilité de gagner au loto, une chance sur 1 milliard. Si vous voulez être sûr de gagner, il faut jouer combien de fois? Ben, en gros, 1 milliard de fois. Vous n'êtes pas sûr, mais vous aurez une probabilité constante de gagner. Donc, si la probabilité, c'est 1 sur 1000 de gagner, il faut jouer à peu près 1000 fois pour être sûr de gagner ou d'avoir une probabilité très élevée, genre un demi de gagner. Si c'est 1 sur 1 million, il faut jouer environ 1 million de fois. Si c'est 1 sur 1 milliard, il faut jouer environ 1 milliard de fois. Ben, du coup, c'est pour ça que je suis content. C'est parce que comme c'est 1 sur n carré, je vais jouer n carré fois. Si c'était 1 sur 2 à l'exposant n, je ne serais pas content parce qu'il faudrait jouer un run de l'algo 2 à l'exposant n fois. Et ça me ferait une complexité délirante de faire tourner l'algo de contraction 2 à l'exposant n fois. Mais là, je sais que je ne vais pas avoir besoin de faire ça, je vais le faire tourner que n carré fois. Donc ça, c'est vrai en proba. Et on va le montrer de suite dans l'analyse. Mais c'est vrai que pour avoir une probabilité constante, s'il y a une chance sur watt milliard, ben, il faut jouer watt milliard de fois. OK. Donc maintenant, on fait t itérations de l'algo. Je ne vais pas en faire qu'une, je vais en faire t et je me demande comment je dois choisir t pour avoir une bonne probabilité de succès dans au moins un de mes t-runs. Donc, toujours pareil, en fait, la proba de succès, c'est plus facile de la compter par l'échec. La proba d'échec, c'est quoi? C'est que, donc l'échec, c'est 1 moins p, d'accord? Quand j'échoue dans un run, c'est 1 moins p. La proba que j'échoue à tous les runs, qu'il n'y ait aucun run qui découvre l'optimum, c'est 1 moins p à l'exposant t. Okay. Et moi, ce que je vous ai dit, c'est que si la proba c'est p de gagner, il faut faire environ 1 sur p et c pour gagner. Alors ça, je vais vous le montrer. En fait, c'est un truc mathématique, ça. C'est-à-dire que si vous faites t égale 1 sur p, donc vous vous retrouvez avec une probabilité d'échec qui est 1 moins p à l'exposant 1 sur p, ben ça, c'est plus petit qu'une constante. Donc ça veut dire que la probabilité de gagner, c'est plus grand qu'une constante. C'est plus petit que 1 sur e, où e, c'est la base de l'exponentielle. Alors juste pour vous dire, ça peut paraître waouh, un truc mathématique compliqué. Non, ça, en terminale, vous savez montrer ça. Ça, si vous prenez le log de cette expression, ça vous donne quoi? Ça, je passe au log, ça fait 1 sur p.
fois le log de 1 moins P est inférieur, le log de 1 sur E, c'est moins 1. Et ça me fait donc le log de 1 moins P, je multiplie par P, est inférieur à moins P. Okay. Ça, c'est quoi? C'est un truc tout bête sur la fonction log. La fonction log, vous savez qu'en 1, elle vaut 0. Elle est comme ça, elle a une asymptote verticale là en 0. Et ensuite, elle tend très gentiment vers l'infini. Elle tend vers l'infini, mais alors gentiment. Et en fait, vous le savez peut-être, ici, la pente de la tangente, là, on peut le faire par dérivée. Donc, si vous savez dériver le log, vous savez montrer ça. La pente de la tangente, ici, c'est 1. Okay. C'est la droite y égale x. Pas tout à fait, parce qu'elle ne passe pas en 0, elle passe en 1, 0. Et en fait, le log, il est en dessous de cette tangente. Okay, parce que le log, il est concave. Il reste entièrement en dessous de sa tangente. Ben, c'est ça que dit l'inégalité. C'est le fait que le log est concave et qu'il est entièrement en dessous de sa tangente. Donc ça, c'est un truc pas si incroyable que ça. Donc retenez, ça, ce machin-là, c'est le truc qui dit que notre analyse du loto, elle est correcte. Que s'il y a 1 sur 1 million de chances de gagner, il faut jouer environ 1 million de fois pour avoir une probabilité constante. Là, ici, c'est la probabilité d'échec. Elle est inférieure à 1 sur E. E, vous savez combien ça vaut? E, c'est environ 2,7. Donc 1 sur E, 1 sur E, ça fait moins de 1,5, quoi. Bon, j'ai calculé hier, j'ai fait la calculette, je crois que c'est environ 0,37. Donc, en fait, vous avez une probabilité d'échec qui est inférieure à, allez, on va dire un tiers, quoi, 40%. Donc, vous avez une probabilité de gagner qui est supérieure à 1,5 quand vous faites ça. Si la probabilité de gagner, c'est 1 sur 1 million, que vous jouez 1 million de fois, vous avez une probabilité de gagner supérieure à 1,5. Donc, vous jouez 2 millions de fois, et vous augmentez encore la probabilité, elle est proche de 1. OK. Et bien voilà, du coup, ça nous dit combien de fois on va le faire. Nous, on va le faire, on va prendre t log n sur p, parce que quand je prends 1 sur p, j'obtiens ma constante, et quand je le fais, comme je vous ai expliqué, log n fois de plus, eh ben, je me retrouve avec un truc qui va tendre vers 1. La proba de succès va tendre vers 1 quand n tend vers l'infini. Donc là, ma proba d'échec, on avait dit, c'est 1 sur e. Donc si vous remplacez t ici là, par ça, vous vous retrouvez avec quoi? Vous vous retrouvez avec 1 moins p à l'exposant log n sur p. Comme vous avez fait quand même un peu de maths, vous reconnaissez 1 moins p à l'exposant 1 sur p, le tout à l'exposant log n. Et du coup, ça, on vient de dire, ça c'est inférieur à 1 sur e. Donc ça, c'est inférieur à 1 sur e à l'exposant log n. Et 1 sur e à l'exposant log n, mais vous savez que ça vous fait du 1 sur e à l'exposant log n. Et comme l'exponentielle, c'est exactement la réciproque du logarithme, ça fait n. D'où le 1 sur n. Donc ma proba d'échec, elle est inférieure à 1 sur n. Ça veut dire que ma proba de succès, c'est 1 moins 1 sur n. Et ça tend bien vers 1, quand n tend vers l'infini. Alors, notre P, on avait un peu oublié notre P. Là, notre P, il valait ça. Il valait 2 sur nn-1. Donc, moi, je le fais 1 sur P fois log n. Donc, je fais n fois n-1 sur 2 fois log n. Donc, ça, c'est la complexité de remonter à une probabilité constante. Et comme j'ai dit, je le fais log n fois de plus pour avoir le truc qui tend vers 1 là, quand n tend vers l'infini. Mais ici, j'aurais pu choisir log log n ou log 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 n. J'aurais encore le même résultat. Je n'aurais pas 1 sur n, c'est tout. J'aurais 1 sur log n ou 1 sur log log n. Très bien. Donc, quelle est la complexité de cet algo au final? Ben, tout va dépendre de la complexité de l'algorithme de contraction. Donc là, on vient de dire, nous, ce qu'on sait, c'est que l'algorithme de contraction, on va le faire ce nombre de fois pour avoir la bonne probabilité qui nous intéresse. n carré fois log n. Et la question, c'est quoi la complexité f de n de l'algo de contraction? Alors, on peut re-regarder l'algo de contraction. Moi, je prétends que chaque étape de l'algo de contraction se fait en grand taux de n. Donc, l'algo total de contraction jusqu'à arriver à 2 sommets, ça coûte n carré.
Pourquoi ça coûte grand O de n? Ben déjà, je vous fais remarquer que oui, en effet, on va faire n-2 contractions, hein, on avait dit. Hein. On fait toujours exactement n-2 contractions. Donc, ce qu'on voudrait vérifier, c'est qu'une contraction, on va arriver à la faire en grand O de n. Donc là, je vous ai mis l'analyse ligne par ligne de l'algorithme. On peut regarder un peu ce qu'il y a dans l'algorithme. On va peut-être pas trop détailler ça, remarquez. En temps constant, on peut arriver à choisir une arête au hasard. Pour ça, il suffit de garder un tableau de toutes les arêtes et d'aller tirer au hasard dans le range du tableau. Il y a un petit truc à faire pour maintenir le tableau, mais on arrive à s'en tirer en temps constant de choisir une arête. Un autre truc, c'est la contraction. Il va falloir que je modifie les listes d'adjacence des sommets. Ça veut dire que j'avais 2 sommets, chacun avec leur liste d'adjacence. Je dois en faire plus qu'une. Ça, c'est très facile en temps constant. Ça veut dire que je fais une concaténation des 2 listes. Je fais un append. Mais par contre, il y a un truc à aller entretenir dans le graphe, et c'est ça qui prend grand O de n. C'est-à-dire qu'il y a un sommet qui a disparu. Donc, tous les gens qui étaient voisins de ce sommet, le sommet U qui a disparu, tous les gens qui étaient voisins de U, dans leur liste d'adjacence, quelque part, ils ont marqué U. Ben ça, il faut aller le changer pour le nouveau nom du sommet, celui qui a remplacé U, quand on a fait la contraction, celui avec lequel U s'est contracté. Donc ce truc-là, d'aller chercher, là c'est un peu malin, il faut avoir un jeu de pointeurs en plus des listes d'adjacence, mais on peut le faire en temps grand O de n aussi. Et puis, concaténer, là, faire l'union des 2 trucs, ça c'est append de 2 listes chaînées, c'est aussi grand O de 1, vous avez juste à... non, pardon, on ne le fait pas avec des listes chaînées. On peut le faire autrement, mais c'est un grand O de n, ça se fait aussi. Donc finalement, tout ça, grand O de n. Je le fais n fois, grand O de n carré. Et du coup, on a trouvé la complexité totale de notre algorithme. C'est n carré log n fois n carré. Voilà la complexité de l'algo. Juste pour vous faire remarquer qu'on n'est pas obligé de prendre t avec le log n. Hein. Si vous voulez, vous le faites que ce nombre de fois, comme on a dit, et vous avez une probabilité de succès, comme je viens de vous faire remarquer, qui est supérieure, on a dit, à environ à 0,63, je crois. Okay, c'est pas mal. Sinon, vous pouvez le faire, vous pouvez le tuner comme vous voulez. Vous pouvez choisir la constante que vous voulez devant. Si, par exemple, vous le faites n-1 sur 2 fois log 1000, vous vous retrouvez là dans l'expression d'avant avec exponentielle de log 1000 au dénominateur. Donc, vous avez probabilité de succès 1 moins 1 sur 1000. Comme ça, vous pouvez choisir une probabilité fixe comme ça vous intéresse. Log 1000 pour avoir 0,999 chances de succès. Log 10 000 pour avoir 0,99999 chances de succès, etc. Vous pouvez choisir vraiment comme vous voulez si pour vous, pour votre utilisation, la chance de succès est suffisante. Et en fait, regardez, c'est pas beaucoup log 1000. D'accord? Log 1000, on est en train de parler du log, en fait, du logarithme népérien, là, du logarithme à base E. Mais E, je vous ai dit, c'est plus grand que 2. Donc le logarithme népérien, là, il est plus petit que le logarithme à base 2. C'est combien le logarithme à base 2 de 1000? C'est un truc que tout informaticien doit savoir. Le logarithme à base 2 de 1000, c'est environ 10, parce que 2 à l'exposant 10, c'est 1024. Okay, donc ça, c'est plus petit que 10. On ne parle pas de constante de l'ordre de 1000. Hein. Le log, il est vraiment bas, le log. Donc vous le faites 10 fois ln-1 sur 2. En fait, vous avez déjà votre probabilité 0,999. Donc c'est super efficace, ces trucs probabilistes. Ça, on peut avoir en peu de runs des probabilités très très proches de 1. En fait, pour moi, avoir la probabilité 0,999, je ne vois pas la différence avec avoir la réponse exacte à tous les coups. Quoi. Pour une application industrielle, par exemple, je suis sûr que ça, c'est parfait. Quoi. Ok. Je vous ai posé 2 questions subsidiaires. Je vais répondre qu'à la première, et puis on va s'arrêter là. Est-ce que vous pouvez me montrer, m'expliquer pourquoi il n'y a pas trop de coupe minimum dans un graphe? Ensuite, vous réfléchirez tout seul chez vous, et vous ferez un exemple. Vous connaissez bien maintenant les ST coupes, où il y a plein de ST coupes minimum. Quand vous choisissez un sommet, un CT, il peut y en avoir plein. Les coupes minimum, il peut y en avoir de l'ordre de 2 à l'exposant n. Par contre, des coupes minimum sans SCT, là, des coupes minimum n'importe comment,
il n'y en a pas plus de n carré. Avec tout ce qu'on a fait, c'est quelque part évident, mais encore faut-il le voir. Et je voudrais que vous le voyez ou qu'on le voit ensemble. Pourquoi il ne peut pas y avoir plus de n carré coupe minimum avec toute l'analyse qu'on a faite? Dans le chat, là, personne n'a une idée? À distance, pourquoi pas plus de n carré coupe minimum? Oui? J'ai pas entendu. Ah, j'ai pas compris, mais c'est parce que j'ai pas bien entendu. On peut plus traiter, c'est ça que tu dis? Ouais, mais je vois pas bien ton raisonnement. Je vois pas pourquoi, du coup, il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce qui fait le nombre? Alors, je vous dis, il y a un truc tout bête qui découle de l'analyse de probabilité qu'on a faite. Qu'est-ce qu'on a montré avec cette analyse? On a particularisé une coupe. On a choisi une coupe minimum C et on a montré qu'avec l'algo, en un run, une probabilité au moins 1 sur n carré de l'obtenir. OK? Probabilité de tomber sur une coupe C particulière, proba au moins 1 sur n carré. Mais du coup, ça c'est pour une coupe minimum. Il y en a une autre qui a aussi proba 1 sur n carré. Il y en a encore une autre qui a aussi proba 1 sur n carré. Quand je tombe sur celle-là, je ne tombe pas sur celle-là. Je ne tombe pas sur celle-là. Donc les événements, ils ne se recoupent pas. Donc la probabilité de tomber sur une des trois, c'est 1 sur n carré, plus 1 sur n carré, plus 1 sur n carré. Et du coup, il ne peut pas y avoir plus de n carré, parce que sinon, la probabilité de tomber sur une d'entre elles, c'est plus que 1. Probabilité plus que 1, ça n'existe pas. Donc le fait que d'en tomber sur une particulière, il y ait probabilité au moins 1 sur n carré, ça veut dire qu'il ne peut pas y en avoir plus de n carré distinctes, parce que les probas se somment entre elles. Donc l'analyse de proba donne gratos ce résultat du fait qu'il ne peut pas y en avoir trop des coupes minimum dans un graphe. Alors que si vous essayez de le montrer de façon directe, je ne sais pas faire, je ne sais pas comment on fait ça. Il y a peut-être une façon, je n'ai pas trop réfléchi, mais je pense que ce n'est pas du tout évident de le montrer de façon directe. Ok, très bien, mais on va en rester là, et puis pour ceux qui ont TP, on se retrouve en TP pour implémenter ça de suite, par une implémentation beaucoup plus facile que celle que j'ai failli vous expliquer dans l'algo. On va faire un truc beaucoup plus simple à implémenter.